Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme Toujours. Vous le savez, Comme Toujours, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant, au patrimoine immatériel, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler musique avec un seul chiffre, le 6. Et de 6 comme Epsilon. Sachez que les 6 artistes associés sous le signe du si talentueux Epsilon sortent sans souci et en souriant leur 6e album qui s'intitule 6 et qui contient 6 x 2, 12 titres. Un album français, car il n'y a pas plus hexagonal que le 6, et un album numéro 6 qui est le fruit de 6 plus 2, soit 14 années d'existence, avec plus de 6 x 10, soit 60 titres à leur actif. Ils sont 6 - 4, soit 2 artistes à nous en parler, Antonin Martineau et Nicolas Michon. Ce sont nos invités, nous les recevons avec entre nos mains l'album numéro 6. Entre nos mains, il y a de l'or. En réponse à ces mauvais jours. Bon, c'est pas un titre issu du numéro 6, mais entre nos mains, nous, il y a cet album Epsilon avec un tel nom. Nos 6 artistes sont condamnés à la corde dès la naissance. Corde de violon ou corde à néon, corde de guitare basse électrique ou folk acoustique. Voilà plus de 14 ans que ce groupe croule sous les bonnes notes. 14 ans qu'ils prennent la clé des chants de France, d'Angleterre, d'Allemagne, de Chine ou même du Kazakhstan avec toujours le vent en pop. Epsilon, 6 artistes, 6 personnalités. D'abord, Roméo Loiseau, peintre en battement, fort en tempo. C'est un batteur qui fait monter les feux en neige. Son pouls suit les pulsations, sa tape du pied, sa swing des mains, sa shabada sur le charleston. Chez lui, la musique est un phénomène physique, un tremblement de nerfs, un glissement de ses reins, tempête de sabots, un raz de jarret, 1, 2, 3, envoyez la musique. Puis, Benjamin Coudedranche, lui, c'est l'agrégé de lèvres classiques. Homos, soufflus, bombarmus, clarinettus, aérophage. Il ruminant, il se nourrit exclusivement d'air. Ses joues gonflent, il sème le vent, selon le célèbre adage « qui sème le vent récolte la clarinette ». Il joue de l'instrument à hanche en perdant le dos, bombarde des sons avec sa bouche à emboucher les coins-coins, sans canard. Allez, bon vent, le musicien des vents. Christophe Pouvreau, eh bien lui, il a plusieurs cordes à son archet, le violon et l'accordéon, 2 instruments à cordon ombilical qui le relient à ses racines, 2 instruments à qui il a donné ses 2 mains ou ses 10 petits doigts qui touchent. À peine majeurs, les voilà enrôlés au service musculaire et font vibrer la corde sensible et la corde celtique. Emmanuel Senard, le romantique, il la pose sur ses genoux, il laisse courir ses mains sur elle et avec doigté, pas facile de dompter cette bête à musique, 12 gammes dans le sang. Méfiez-vous d'elle, sous son air lissé et tiré à 6 cordes, elle cache des effets wah-wah et une étrange énergie électrique, sa guitare qui le démange. Antonin Martineau, présent sur le plateau. Il passe par des hautes et des basses, mais surtout des aigus et des graves, avant qu'il la prenne sous son bras. Il a dû la tenir en laisse en bandoulière et la traîner partout par le manche. Des heures et des heures de travail en tête-à-tête, à la tablature, main dans la main, doigts dans les cordes de guitare basse, 10 arpèges pour les arpettes. Ce bassiste a laissé ses empreintes sur les cordes, à la force du poignet et des phalanges. Il l'effleure, elle répond du tac au tape. Au début, il l'accompagnait, maintenant c'est lui qui s'accompagne. Il fait corps avec elle, ils ne peuvent plus se quitter. Sa basse, c'est même la base du groupe. Et enfin, Nicolas Michon. Lui, c'est le spécialiste du prêt à chanter et du défilé de notes. Sapeur de texte, styliste sur phrase, il livre les mots nus comme les vers et les habille sur son métier à gratter les accords. Il fait du sur-mesure, ouvrier de la voix publique, tourneur, phraseur. Il mange à tous les ateliers, véritable usine à jazz ou le rock celte pop. Il est un pilier de barre de mesure, rimeur à la criée, il ne siffle que des vers pendus à ses bémols. On boit ses paroles le long des strophes claires et des baisers volés. Et 6, c'est le nom de leur dernier album. Alors comment a-t-il été créé? Quels sont les grands thèmes de cet album? Quelle est l'histoire de ce groupe? Comment traverse-t-il cette période de Covidé? Quels sont leurs projets? Allez, autant de questions après cette longue introduction et de présentation des membres que nous allons poser à nos invités. Antonin Martineau et Nicolas, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. On est très heureux de vous avoir sur le plateau avec le dernier né. Je crois que c'est le 6. Je ne sais pas si je l'ai dit. Si. Alors, avant d'en parler, permettez-moi de vous présenter
un amateur de musique qui fredonne des tubes cathodiques toutes les semaines dans cette émission. C'est notre camarade Jean-Pierre Bertrand. Bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour. Avec une petite pensée pour notre autre chroniqueur. Oui, notre autre Jean-Pierre, qui est plutôt mais... chanteur de rap à fromage, lui. Chroniqueur cuisine. Mais il chante très bien. Il chante très bien. Il chante très bien, c'est un accordéoniste. Ah ouais. Ah ouais. Et bon, en tout cas, on le salue. Il a même osé se mettre à la laveuse, mais j'ai l'impression que... Faut du souffle. Faut du souffle. En tout cas, on le salue et il sera bientôt de retour. Cher Antonin et Nicolas, Epsilon, comment on peut définir ce groupe alors, c'est toujours délicat de mettre des étiquettes, mais comment le qualifier? Un groupe de copains déjà. Ouais, c'est déjà pas rien. Ouais, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on existe et à la base, sans être copains, je pense que ça serait peut-être pas aussi long. Ouais. Effectivement, et, le style, on peut définir ça comme pop rock celtique français, parce que du coup, on chante en français et c'est un peu l'étiquette qu'on pourrait se donner, parce que c'est vrai qu'en France, on aime bien les étiquettes, donc pop rock celtique, on va dire. D'accord. Français. Et l'histoire de ce groupe, alors je parlais de 14 ans, c'est ça à peu près? Ou on compte plus au bout d'un moment? Ouais, c'est ça, quand on aime, on compte pas. Ça c'est c'est bien. Mais ouais, ça a commencé il y a un petit moment maintenant. Alors moi, j'étais pas au début du groupe, il y a eu beaucoup de changements au fur et à mesure, mais en fait, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'amitié, c'est vrai que ça a été un groupe de copains dès le départ, et même avec les changements, on voit qu'on crée une amitié avec les nouveaux, et c'est toujours un groupe d'amitié en fait. Ça c'est fondamental. Ouais, je pense pour passer autant de temps ensemble. Oui, c'est ça, parce que quand même, les tournées... C'est ça, on passe tellement de temps ensemble les semaines et les week-ends, et c'est vrai que sans s'apprécier, ça pourrait ne pas marcher. Ouais. Et c'est vrai que c'est bien, l'idée du groupe, c'est vraiment une bande de copains, et même d'ailleurs ceux qui sont partis font toujours partie de la famille, ils nous suivent, on se voit souvent, donc c'est chouette, effectivement. Quand on voit les histoires des groupes musicaux, on s'aperçoit déjà, 14 ans ou 15 ans, c'est déjà une très belle histoire, une belle aventure, parce qu'on voit bien que l'amitié, c'est fondamental, quoi. Tout à fait. Et dans l'histoire, donc 15 ans au départ, on a toujours été sur cet univers musical, ou c'est un groupe qui a évolué Alors qui a évolué effectivement, parce que en fait le groupe réellement il a commencé en 2005. Donc on était basé au foyer des jeunes de Givran. En fait, on s'occupait nos mercredis après-midi et nos samedis après-midi. Et en fait, donc au départ, on était un groupe, on va dire, on faisait des reprises de rock. Ouais. Et puis Christophe Pouvreau, l'accordéoniste et violoniste, est arrivé dans le groupe. Et en fait, c'est là que le groupe a vraiment créé son identité. C'est-à-dire que là, on a décidé de créer des compositions. Et puis, du coup, d'avoir cette petite touche celtique qui fait un peu notre singularité, on va dire, sur le paysage musical vendéen. Et même national d'ailleurs, et c'est vrai que c'est ce qui a apporté cette touche, et depuis en fait on a gardé cette identité en essayant de la faire évoluer, bien évidemment, parce que déjà nous on a pris de l'âge, comme le groupe, et puis surtout qu'aussi on essaye de suivre, on va dire, un peu la musique actuelle, c'est-à-dire qu'on essaye toujours d'avoir une petite touche de modernité, on essaye de pas forcément faire du celtique, on va dire traditionnel au sens pur. Puriste, Par contre, on essaye d'utiliser les instruments traditionnels, mais dans une partie plutôt moderne, c'est-à-dire pop, avec des mélodies qui pourraient être jouées au clavier. Mais sauf que si on faisait ça, on serait comme beaucoup de groupes, quoi. Alors que là, notre singularité, c'est de faire des mélodies pop, mais avec des instruments traditionnels. Tout à l'heure, on évoquait Jean-Pierre Pouvreau, qui est absent, mais qui joue de la veuse. Vous disiez, est-ce que la veuse, c'est un instrument qu'on peut retrouver dans Epsilon, ou pas du tout? Alors là, on n'en a plus. Mais il y a eu oui, on a eu la veuse pendant pas mal de temps, mais ça dépend des albums aussi, si ça nécessite vraiment... Ça se prête à ça. On a vu pendant pas mal de temps, la veuse. Et c'était Christophe qui en jouait. C'était Christophe, d'accord. Donc il peut la ressortir Il peut la ressortir à tout moment. Attention, la veuse n'est pas chez loin. lui. Les gens aimaient bien d'ailleurs. C'est vrai qu'en concert, ça faisait son petit effet. Parce que vu qu'on a la chance de pouvoir jouer un peu plus loin que les frontières vendéennes, c'est vrai que en allant un peu plus loin, dans le sud de la France ou dans l'Est, les gens ils sont impressionnés. Et à chaque fois, c'est quoi cette cornemuse? Alors on explique, c'est un instrument traditionnel vendéen qui s'appelle la veuse.
qui est de la famille des cornemuses. Et ça a été aussi une volonté, puis un vrai plaisir de quitter les frontières de la Vendée. Dès le départ, vous avez eu cette envie-là d'affirmer une identité, mais après d'aller trouver d'autres publics. Après, je pense que c'est pour tous les groupes pareil, on a envie de s'exporter et puis qu'il y ait le plus de gens possible à écouter notre musique, quoi. Donc, je pense que quand on est musicien, on a envie d'aller loin. Ouais. C'est surtout qu'on a eu la possibilité de le faire. Et puis c'est surtout que le but, on se dit pas on va rester ici en Vendée pour développer le projet. C'est vrai qu'on a la chance, les programmateurs nous font confiance et du coup ils sont contents de nous accueillir. Et puis nous on essaye d'inviter d'autres programmateurs pour venir nous voir quand on joue à l'autre bout de la France. Et en fait de fil en aiguille ça nous permet de se développer et c'est ça qui est chouette, quoi, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et le nom du groupe, je me suis demandé, Epsilon, est-ce que vous avez regardé une guitare et vous avez changé le I par le Y? Comment ça s'est passé, ce choix de nom? Alors vous ignorez? Alors, si, je connais l'histoire, je vais laisser Nico répondre, comme c'est lui. D'accord, vous lui laissez la base. L'histoire, elle est très très simple. En fait, on était à quelques jours de faire notre premier concert. Et en fait, comment on s'appelle? Voilà. C'est un peu le problème que peuvent rencontrer beaucoup de groupes. Et en fait, Aurélien, qui était le guitariste, chanteur au départ du groupe, est arrivé un soir en disant j'ai ce nom là, est-ce que ça vous branche? J'ai vu ça en cours, je trouvais que ça sonnait bien, et nous on a dit allez top, vas-y on y va, et puis on va juste pour éviter d'avoir le I, pour essayer de se démarquer un peu d'un point de vue stratégie et communication, on va dire, même si à l'époque on réfléchissait pas trop à ça, on s'est dit on va mettre un Y et puis roule. Donc, puis c'est resté, et puis maintenant on ne peut plus l'enlever. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'à l'image du choix du nom, qui est donc du coup un brainstorming où chacun propose, est-ce que les créations elles se font aussi comme ça? C'est-à-dire que, parce qu'on va parler de l'album 6, mais vous êtes 6 artistes, 6 univers. Comment ça se passe pour l'écriture, donc avec des inspirations différentes? L'écriture, pour la composition, c'est souvent il y en a un qui ramène une idée. Ouais. Ça part toujours d'un seul cerveau à la base, et chacun essaye d'apporter son petit truc, quoi, et puis on essaye de faire évoluer les morceaux comme ça, et on passe beaucoup de temps devant un ordinateur. Ah oui. Énormément. En fait, on joue très peu ensemble pour composer. D'accord. Ouais, on avance petit à petit. Chacun chez soi, de façon... souvent on est quand même vous êtes ensemble. Vous regroupez. On est ensemble autour d'un ordinateur. Ouais. Et voilà, ça se fait naturellement. Et puis une chose, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour que le morceau finisse sur l'album, quoi. Ça, donc ça demande des compromis, ça demande des compromis de chacun. Ouais. Et ça fait du déchet. Je pense qu'on peut faire... Vous pouvez faire des albums, des bonus. Il y a des artistes qui font ça, d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai que c'est assez collégial, et puis c'est vraiment tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, et c'est vrai que tout le monde a un droit de veto, c'est-à-dire que s'il y en a un qui dit oh non, j'aime vraiment pas ce morceau alors qu'on est 5 à aimer, bah du coup on met le morceau à poubelle, c'est pas grave. On se dit pas, en fait, il faut que tout le monde, en gros, quand on met le CD dans la voiture ou à la maison, il faut qu'on soit fier de défendre tous ces morceaux, et d'ailleurs aussi sur scène, et ça se passe comme ça. Surtout pour la musique, et après pour la partie écriture, je te laisse. Après la partie écriture, alors on a aussi un système pour composer, c'est qu'on prend les paroles des autres. D'accord. Ouais, et on prend les phrases qui nous intéressent. C'est du collectage. Et ça, c'est pour faire notre mélodie. C'est notre technique. D'accord. On ne devrait pas le dire d'ailleurs. Oui, c'est ça. On ne devrait pas dire notre technique. Méfiez-vous. Ouais. Et après, à la suite de ça, et à la suite de ça, on a notre mélodie, et ça nous définit, ça nous définit un cadre déjà, et ça nous aiguille aussi souvent. Pour les textes, parce qu'il y a des mots comme ça plus forts qui ressortent, et puis du coup, ça déclenche des choses. Et souvent, vu qu'on a les musiques avant aussi, ça donne un peu un sentiment et une thématique. Parce qu'en fonction des morceaux qu'on va sortir, des fois ça va être plus approprié de parler d'un truc triste ou d'un truc joyeux, et du coup ça définit les choses, et ça nous permet de pas écrire dans le vide, cette technique là. Parce que c'est vrai que oui. c'est ça aussi, on sait déjà, même si c'est pas les bonnes paroles, on sait si le morceau va fonctionner. On le sait déjà.
Est-ce que le temps des tournées, c'est un temps qui est propice, puisque vous êtes beaucoup ensemble, vous voyagez ensemble, vous jouez ensemble, est-ce que c'est un temps propice pour penser à la suite, pour avoir des idées pour les prochains albums, ou alors il faut vraiment se donner un temps à part? Alors ça peut quand même, vu le temps qu'on passe dans le camion, on discute. Ouais, ça peut, mais en règle générale quand même, on passe pas mal de temps à parler de tout et de rien. Non, c'est vrai que quand on est en tournée, on est quand même basé plus sur le concert, malgré tout. On prend la route et on se focalise sur le concert pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on va parler de choses et d'autres pour les albums à venir, mais c'est difficile de se mettre devant l'ordi dans une loge et se dire on va attaquer un morceau. Non, c'est plutôt les semaines où du coup c'est la semaine, un musicien ça travaille quand même et ça répète. Et donc du coup on en profite aussi la semaine où on est plus posé, on a plus le temps de faire les choses. Parce que c'est vrai que dans le camion c'est pas forcément opportun. Oui, c'est pas l'idéal. Non. On va dévoiler les coulisses de l'émission. Tout à l'heure, on parlait hors micro du parler, et vous venez d'un pays où le parler patois, le parlange est le plus... C'était quoi votre expression, Jean-Pierre? Je vous laisse la parole. Vous avez dit que le patois du Nord-Vendée, il était comment? C'est le plus pur. Le plus pur. Bon, ça n'engage que vous. Mais moi, non, ça n'engage pas. Donc, je ne fais que répéter modestement, humblement. Donc, je suis tourangeau de la langue vendéenne. Est-ce qu'on peut rêver un titre patoisant un jour dans Epsilon, après la veuse, l'accordéon, d'y glisser Ça pourrait être rigolo. Ça pourrait être un morceau un peu comme des fois il peut y avoir des morceaux en duo ou des morceaux on va dire juste musical. Là ça pourrait être une chose. On a même eu en Vendée Jean Dofia. Jean Dofia avec Jolin. Dans les années 80. Qui recommence d'ailleurs, avec un groupe. il a recommencé avec un projet rock. Son dernier... Rock Saint-Pou, Saint-Jean. Projet Saint-Jean-Roch. Saint-Jean-Roch, Projet Saint-Jean. Et donc, voilà. Moi, ce qui m'étonne toujours, parce que je suis intrigué par le fait que vous réclamiez celtique. Alors que la celtitude, sur le fond, n'existe pas, à part vraiment en Irlande, où il y a une vraie logique. En France... à ce moment-là, c'est toute une partie de l'Europe qui est celte. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que la celtitude amène comme, comme réflexion, comme impression dans les gens? En fait, c'est des noms comme ça qui sont sortis à une époque, musique pop, rock celtique, parce qu'il y a un groupe dans les années 80 à peu près qui a lancé ça. Et puis depuis, c'est devenu parce qu'il y avait un ou deux instruments trad dedans. Ça a été le nom. Et c'est rigolo, c'est que c'est particulier à l'ouest de la France, parce que des groupes qui mettent, des groupes rock, qui mettent des instruments, j'en connais dans toute l'Europe. C'est clair. Répandu, et aucun autre ne se revendique de celtique, à part le haut de l'Espagne. Galice. Voilà, la Galice. Mais sinon, c'est rigolo, c'est des espèces d'étiquettes qui ont été posées à un moment, et derrière, ça véhicule plein de choses. Je rappelle quand même que la celtitude n'a aucun impact dans les musiques, à part, et encore, les Celtes, c'est il y a 2000 ans, quoi. Déjà, des trucs qui ont 2 siècles, on sait déjà plus ce qui s'est fait. Voilà, c'est rigolo, ce truc-là. Mais c'est vrai que quand on entend un accordéon diatonique ou une bombarde, c'est vrai que... toutes les cornemuses. Ça a des consonances... Les cornemuses, Stivell a fait son les Trianes... Avec ça, c'est évident. C'est une réaction par rapport à ça? Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu... en France, on aime bien avoir des étiquettes, et nous, quand on se vend notre groupe, quand on le vend, on est obligé de mettre des étiquettes, et en fait... on se qualifie en fait comme ça, mais en fait en réalité comme vous avez très bien dit, ça n'a rien de celtique en fait même dans les mélodies, j'ai envie de dire. C'est juste notre singularité, c'est vraiment qu'il y a les instruments qui apportent ça, et en fait aux yeux du grand public c'est ce qui permet d'identifier, voilà, tout à fait. C'est rigolo parce que ça se fonde sur rien. Mais ça a pris parce que vous n'êtes pas les seuls
vous recommander de cette image, Celtitude. Ouais. Je vous propose qu'on lance un petit extrait, peut-être du dernier album. Ouais, et comme ça, et puis on en parle tout de suite. On écoute. Marilyn, il n'y en a pas de comme toi, tellement sublime et sulfureuse à la fois. Sur la moleskine de mes rêves intimes, d'un geste délicat, tu m'invites du doigt à me perdre avec toi. Toi Norma Jean, tu enflammes les passions et les âmes, comme une ombre toujours là. C'est un extrait de l'album numéro 6 qu'on vient d'entendre. C'est Avec le premier single, le premier single qui s'appelle Norma. Norma. Et les illustrations qu'on a vues, c'est l'enregistrement en studio. Ouais, c'est ça, c'est Studio La Plage à Noirmoutier. Made in Vendée. Ouais, là sur cet album-là, tout est fait en Vendée. Tout est fait en Vendée. On a fait ça beaucoup aussi entre nous. Ouais. C'est notre sonorisateur sur scène qui a fait l'album. C'est avec nous, en vase clos, comme on aime. Comment on le qualifie cet album numéro 6 C'est une énergie, c'est quoi Il parle, quels thèmes sont abordés? Les thèmes, c'est un peu comme chez tous les artistes, il y a l'amour, forcément, qui prend de la place. Ça prend de la place, l'amour. Ouais, là, ça prend de la place. Et puis, c'est aussi toutes les choses de nos vies, les enfants, la mort aussi, parce qu'on commence à y être confronté, quoi. Donc, c'est un peu tout ça, les thèmes qu'on aborde dans cet album-là. Ouais. Et après, dans la signature musicale, on est sur de l'énergie. Quand on entend, ça fait penser à la scène. Vous êtes avant tout un groupe de scène, non? C'est vrai qu'on essaye de faire des morceaux un peu fédérateurs qui permettent aussi aux gens de se les approprier assez rapidement. Ouais. Le but, c'est aussi que le public chante avec nous. Et là, on a pu l'entendre sur Norma. On a voulu faire des hauts pour que les gens puissent chanter avec nous, en fait, ni plus ni moins. Et c'est vrai que ça, c'est un peu l'énergie qui peut nous caractériser aussi bien sur album et sur scène. Et c'est vrai qu'on essaye sur album toujours de mettre cette petite touche un peu énergique. Puis quand on compose, on pense toujours à la scène quand même. Même si c'est pour un CD. Il y a la perspective de la tournée, de la rencontre avec le public. C'est le prétexte pour pouvoir jouer après ça, quelque part. Qu'on se le dise alors. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise et on écoute tout de suite ça. Ce sentiment qui nous dévore en secret au sein de nos corps, les rêveries d'une idylle à Venise, et le regard qui en dit long, que l'on met sous une chape de plomb, tous les non-dits avant qu'ils nous divisent. Il faudra bien qu'on se le dise. Ce feu qui brûle entre nous deux et les étoiles au fond des yeux, nos longues nuits à rêver de marquise. Le cœur est pris dessous nos torses, une sève chaude sous notre écorce. Même si on se le dit, c'est le numéro 6 album dont on vient d'entendre un extrait. Combien de temps il a fallu pour faire ce numéro 6 3 ans. 3 ans. Au final, ouais. Parce que on avait commencé même déjà avant. Avant la crise. Si je posais la question, c'était aussi pour savoir. On avait commencé. Le titre d'avant, Norma, on a dû le composer avant, je pense. Ouais. De mémoire, non? Peut-être, je me souviens plus trop. C'était le premier de toute façon à être. Et puis après. Et la crise. Et du coup, vous en avez profité pour composer, Alors, comment vous avez traversé cette période? Pas au début. Le premier confinement, ça nous a pas du tout inspiré quoi que ce soit. Ça nous a coupé l'herbe sous le pied, clairement. C'est vrai qu'on sortait de... Enfin, en fait, on sortait même pas. C'est-à-dire qu'on était dans la première année de notre sortie d'album précédent qui était Astronaute. Et en fait, on avait fait une résidence. On avait fait une résidence à Notre-Dame-de-Mont au Théâtre Léol pour redémarrer la deuxième partie de tournée pour cet album. Et c'est vrai que la semaine d'après, on nous dit, on allait démarrer les concerts, on nous dit, il y a le Covid, donc on annule tout. C'est vrai qu'on avait à peu près une 50aine de dates
Et je crois qu'on en a fait qu'une seule, je crois, au final. Ouais, on en a eu qu'une. On en a eu qu'une seule. Ils sont annulés. Et moralement, au départ, on en a rigolé, parce que comme tout le monde, je pense qu'on s'est dit que ça allait passer vite, et puis voilà. Et puis en fait, non, clairement Rien pas. à venir, ouais. Et en fait, c'est dur, parce que la perspective de la suite, c'est pas facile. Donc c'est vrai qu'au début, on a fait un petit temps mort, où on s'est même pas vu, en fait. Ça a été vraiment des vacances. Pour le coup, on en a profité, entre guillemets, avec nos familles, et vu qu'on était de toute façon à la maison, comme tout le monde, c'est vrai qu'on a profité avec nos familles, et puis après, on s'est dit, bon, il va falloir quand même se remettre au boulot et pas se laisser abattre. Et puis du coup, on est reparti de l'avant en s'envoyant les compos les uns les autres. Puis pour le coup, vu qu'on a l'habitude de travailler sur ordinateur, c'était plus facile pour s'envoyer les idées de chacun. Et puis en fait, vu qu'on a tout ce qu'il faut pour enregistrer à la maison, on se renvoyait des idées, et puis voilà. Numéro 6, c'est le 8 avril qu'il sort, qui sera disponible dans tous les bacs. Peut-être une date, c'est le lancement, le 26 mars à la Balise, le lieu qui vous a accueilli en résidence. C'est la sortie de l'album, c'est la rencontre avec le public. Ouais, ça fait partie de la date peut-être la plus importante, parce qu'on va proposer nos morceaux à tout le monde, là, devant tout le monde, donc ça va être sympa, ça va être la fête, je pense. Avant de reprendre le chemin de la tournée. Ouais. Voilà, c'est ça. Eh ben, écoutez, 25 minutes avec Epsilon, ça passe très très vite. C'est déjà la fin de l'émission. Merci. Eh ben, je vous propose qu'on se quitte avec des extraits de votre album. Merci à vous, bonne route, bon vent. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Merci. Et puis on va se dire, nous, ici l'habitude c'est de se dire à Bétou. Alors à Bétou, puis au numéro 7 alors. À bientôt. Les légendes urbaines où les passions se déchaînent.